Oser diriger autrement, c'est le podcast du CJD pour les dirigeants et les dirigeantes qui veulent progresser dans un métier qu'on apprend trop souvent seul. On a tous entendu des grandes théories sur le management, lu des livres, assisté à des conférences, sauvegardé des posts LinkedIn inspirants. Mais diriger, on le sait, ce n'est pas appliquer des slides, c'est expérimenter, ajuster, arbitrer, se tromper parfois et recommencer mieux. Dans Oser diriger autrement, des experts transmettent et les dirigeants confrontent à la seule chose qui compte vraiment. Le réel, cap vécu, arbitrage difficile, décision solitaire. Nous avons une promesse, vous allez vous sentir moins seul. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Grégory Pouy. Grégory, je le découvre à travers son podcast il y a déjà quelques années. Et ce qui me touche chez lui, c'est que sa pensée n'est jamais figée. Elle évolue, elle s'affine, elle s'enrichit au contact de ses rencontres, de ses lectures et de ses expériences, mais aussi des mutations du monde. Grégory, il est prospectiviste. Il est capteur des signaux faibles depuis plus de 25 ans. Il est podcasteur, il est auteur d'un best-seller, Insoutenable Paradis, et il est conférencier. Il vient du monde du marketing et des marques et celui de l'entreprise. Il a travaillé pour des grandes marques comme L'Oréal, BNP Paribas ou Carrefour. Et il a aussi enseigné à Dauphine et à HEC. Ce trajet rend sa parole précieuse pour les dirigeants, car il n'est pas dans sa tour d'ivoire. Il connaît les contraintes du réel. Avec ses podcasts, Vlan et Vlan Leadership, il explore depuis plus de 10 ans les grandes mutations de notre époque en donnant la parole à des chercheurs, des philosophes, des dirigeants, des économistes, des artistes. Et il croise alors les disciplines entre elles pour en extraire ce qui compte vraiment. Au-delà de son expertise, ce qui me frappe chez lui, c'est sa générosité de transmission. On sent qu'il lit, qu'il écoute, qu'il relit et qu'il creuse. Et puis il partage. Chaque épisode de ces podcasts sont des mines d'or, des mines d'idées, de références, de questions qui restent longtemps après l'écoute. Aujourd'hui, Grégory porte une mission très claire, redonner envie du futur. Mais surtout, pas avec un optimisme naïf ou encore de jolis slogans, mais avec un véritable appel à l'optimalisme. Une posture lucide, exigeante, ancrée dans le réel, qui refuse à la fois la paralysie et la résignation. Il parle aussi de joie rebelle. Une joie lucide, incarnée, presque indisciplinée. Une joie comme un acte de résistance. Et cette pensée résonne très fort avec nous au Centre des jeunes dirigeants. Parce que l'idée, c'est d'aider les dirigeants à avancer autrement. Aider les dirigeants à bâtir des entreprises plus responsables, plus durables, plus agréables, mais aussi plus robustes. Des entreprises qui ne cherchent pas seulement à performer, mais à rester vivantes, adaptables, coopératives et utiles dans un monde instable. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir cette série de conversations avec Grégory Pouy, parce qu'il encourage à regarder autrement, à oser, à ouvrir le champ des possibles, parce qu'il est urgent d'avancer différemment, et parce que Grégory est pour moi un éclaireur du futur. Bonjour Grégory. Salut, je crois qu'on a fait le podcast, je vais pas rajouter un mot. Je ne peux dire que des trucs bêtes après. Et bien à bientôt alors. C'est ça. Merci de m'avoir invité. J'étais ravi. Bon, super. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour, mais là, on a quand même une question hyper importante. C'est comment tu te sens, ou plutôt, quelle est ta météo du jour? Écoute, je me sens plutôt très bien. Ok. Je me sens plutôt très bien. J'ai eu une discussion hyper vivifiante hier sur le nouveau livre que j'ai envie d'écrire. D'accord. Et du coup, quand j'ai des nouvelles idées qui m'arrivent, ça me nourrit énormément et j'adore ça, vraiment. Ok. Et donc, ça me met en joie. Ça me met en joie, exactement. Super. Aujourd'hui, dans cette discussion, on va parler de ton regard sur le monde. Donc, j'ai tout de suite envie de te demander dans quel monde est-ce qu'on évolue aujourd'hui? Dans quel monde on évolue? On évolue dans un monde imaginaire pour la grande majorité des choses. Ça, c'est un truc, je crois, que beaucoup de gens ont du mal à imaginer, voire à accepter. Mais quand on prend un peu de recul, on se rend compte que la majorité des choses avec lesquelles on gère au quotidien sont des imaginaires qui nous permettent de vivre ensemble. Donc, typiquement, évidemment, il n'y a pas d'économie. L'économie, c'est un imaginaire. D'ailleurs, c'est une science molle, comme la sociologie ou la philosophie. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de frontières. Tout ça, c'est des imaginaires humains. Et donc, on évolue dans ce monde très imaginaire et parfois, on se prend à penser que c'est le réel. Ok.
Ouais, effectivement, parce qu'on a l'impression que c'est le réel. On a l'impression là que ce monde, peut-être imaginaire, il est un peu en train de basculer quand même. En fait, c'est notre monde du quotidien, donc bien sûr que c'est une forme du réel. On va pas non plus raconter n'importe quoi. On a tous besoin d'argent sur notre compte en banque à la fin du mois. Donc, c'est une forme de réel, mais c'est pas le réel. Et du coup, c'est intéressant de voir, par exemple, des écolos et des entrepreneurs qui disent mais vous êtes complètement en dehors du réel. Et les deux ont d'une certaine manière raison, tu vois. Ouais. Parce que l'écologie, ou en tout cas les gens qui s'intéressent au climat et plus largement aux écosystèmes, ils te disent vous n'êtes pas dans le réel parce que c'est des sciences dures, et ils ont raison, parce qu'en fait, concrètement, c'est un écosystème qui est en danger. Et de l'autre côté, les gens qui disent vous n'êtes pas dans l'économie, vous n'êtes pas dans le réel, on ne peut pas arrêter la croissance, ils ont aussi raison d'une certaine manière, parce que en fait, c'est le réel dans lequel on vit, mais ça reste un imaginaire, par contre. Ouais, ok, d'accord. Ah, c'est intéressant cette vision. Et donc, du coup, toi, ton observation des imaginaires du moment, c'est quoi avec ton regard qui est peut-être un peu différent? Eh bien, écoute, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on est en train de changer d'imaginaire. En fait, on est en train de changer de société. On se rend pas compte parce que c'est un mouvement qui est très lent. Ouais. Mais un truc dont je peux parler, que les gens vont tous comprendre, c'est le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un changement de période. Et là, on est en train de vivre la même chose. Et donc, ça se fait pas, évidemment, on n'est pas passé du Moyen-Âge à la Renaissance du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a déjà été décrit dans les années 80, donc c'est quelque chose qui est lent, long. D'accord, ok. Ça fait 45 ans qu'on est dessus, mais en même temps, ça bouge. Donc, en fait, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de bouger. Typiquement, le passage du capitalisme à la nature, le passage de l'individualisme au collectif, le passage du concret à l'émotion, le passage de l'analyse. Donc l'analyse, c'est les lumières et c'est le fait de découper tout en morceaux, à une vision beaucoup plus holistique. Donc en fait, il y a plein d'éléments comme ça qui sont en train de bouger, comme le retour du sacré, la fin de la valeur travail. Enfin, il y a plein de trucs qui bougent en ce moment. Donc nos imaginaires sont en train de tous bouger ensemble, à une vitesse plus ou moins rapide, parce qu'on n'est pas tous dans le bateau à la même vitesse, on n'est pas tous dans le même wagon de métro, on va dire. Et il y en a surtout qui essayent de résister et qui essayent de revenir aux valeurs du XXe siècle, on va dire, mais c'est pas 20e, en fait, c'est depuis 1700, enfin depuis les Lumières, quoi, en gros, fin 17e. Ok, et du coup, ce changement de période, parfois tu parles de changement de civilisation. Ouais, alors, en fait, parfois je peux parler de changement de civilisation, le mot il est fort, parce que souvent quand on dit c'est la fin d'une civilisation, les gens ils ont l'impression que tout le monde va mourir à l'intérieur. En fait, on est en train de changer alors on peut dire d'époque, de période, de civilisation, en fait de système de valeurs. De croyances. De système de valeurs, ok. Et là, si ce podcast, il est à destination de tout un chacun, mais aussi des dirigeants, les membres du CJD, concrètement, pour, par exemple, un dirigeant d'une boîte de 20 personnes, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? C'est quoi ce changement? Comment il le ressent? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Je pense qu'on est tous et toutes toujours pris dans des contradictions. Okay. Et là, on doit les ressentir un peu plus fort que d'habitude. Donc, il y a ce changement de période qui est en train d'arriver. Et puis après, il y a 9 polycrises parallèles qui sont aussi en train de... Et en plus, donc on a 9 polycrises, donc je peux les citer. En gros, tu as le climat, le fait que la température augmente, en tout cas, le climat devient de plus en plus instable. C'est peut-être tant que la température augmente que ça devient de plus en plus instable. Les eaux, et en particulier l'eau potable, qui est un énorme problème. Il y a de moins en moins d'eau potable, et du coup, et il y a une acidification des océans, et il y a potentiellement la fin du Gulf Stream qui va avoir des conséquences majeures. Donc il y a l'eau, il y a la biodiversité. On a tué 60% des animaux vertébrés sur la planète, et en fait, ça peut nous sembler un peu... on voit pas trop la différence au quotidien. Donc en fait, on a du mal aussi, comme c'est des changements lents, on a du mal à comprendre. Une bonne manière de le comprendre, je pense, c'est que la Terre, c'est un écosystème. Ok. Et c'est un écosystème assez gros qu'on a du mal à saisir, parce qu'en fait, ça bouge très lentement. Mais comme nous aussi, on a un écosystème en tant qu'humain, chacun, c'est un écosystème qu'on peut comprendre. Donc quand on dit par exemple 3 degrés, nous, on tient à 21, 27, 30, ça fait pas de différence. Oui, mais on a l'impression si tu passes ta température intérieure de 37 à 40, tu comprends bien qu'au bout d'une semaine, t'es mort. Et si je t'enlève 60% des microbes qui composent ton corps, de la même manière, en fait, tu vas pas durer très longtemps. Donc, en fait, quand on enlève 60% de la biodiversité, ça fait beaucoup. En fait, c'est un problème. Donc ça, la biodiversité, c'est un souci. Après, on a une crise sociale, parce qu'en fait, on a
des différences sociales qui sont de plus en plus importantes. Aujourd'hui, c'est plus possible pour plein de raisons, principalement les charges patronales et salariales, de améliorer sa qualité de vie en travaillant. Du coup, on a aussi une crise politique. Ouais. On a des crises géopolitiques. Je pense qu'on en a Là, quelques-unes il y en en a parallèle. quelques-unes, ouais. On a une crise technologique, mais c'est plutôt plus qu'une crise, c'est, je pense, une révolution industrielle à travers l'IA. Ouais, Et forcément. puis, on a aussi des crises sanitaires qui sont liées à toutes les autres crises dont on vient de parler, et en particulier à l'optimisation permanente de la nourriture et l'industrialisation. En fait, pour la petite histoire, comme j'ai beaucoup d'allergies, je me suis intéressé à pourquoi je pouvais être allergique à la nature. Ah oui, c'est Ce qui est intéressant quand même ça. un truc un peu débile, ce que tu te dis, attends, mais comment un être humain peut être allergique à la nature? Ça n'a aucun sens. Ouais, Et exactement. en fait, ça arrivait principalement avec la révolution industrielle, donc fin 19e. Parce qu'en fait, on nous a enlevé tellement d'agresseurs que le corps en a créé lui-même à travers les pollens, etc. Ouais. Et ce qui s'est passé dans les années 60, en particulier pour les enfants, le fait qu'on industrialise la nourriture, qu'on la clean dans tous les sens, du coup, on est de plus en plus malade. C'est intéressant, en fait. Oui, ouais. Oui, et puis en plus, on voit, il y a de plus en plus d'allergies, et puis il y a de plus en plus d'allergies qui arrivent au cours d'une vie, en fait. Donc, on est tellement habitués, et puis clean, comme tu dis. Ouais. Tu sais ce que c'est la bonne nouvelle? C'est que quand tu vieillis, comme moi, tes anticorps sont de moins en moins puissants, donc en fait, tu as de moins en moins d'allergies. Ah ouais, c'est vrai. Génial. Je savais bien que ça avait du bon de vieillir. Non, je reviens du coup sur toutes ces polycrises et à notre dirigeant. Parce que notre dirigeant, ok, il peut comprendre, il peut entendre, il peut comprendre. Mais lui, dans son quotidien... c'est la galère. Ouais, voilà. Il sent que tout est un peu en train de partir en cacahuète. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il se dit? En fait, je pense que ce qui se dit, c'est c'est la merde. 2, comment je vais faire? 3, comment j'arrive à contrôler le bateau? Comment j'arrive à aller au point B, là, en partant du point A, sans faire trop de détours. Et en fait, ça m'amène à cette logique de chaos, tu vois, de dire on vit dans une vie chaotique, dans un monde chaotique. Parce que c'est ce qu'on ressent. Et c'est le cas. Quand on dit ça part en cacahuète, c'est un peu ça qui est derrière. Oui, et c'est le cas. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que quand tu t'intéresses à la racine du mot chaos, tu te rends compte que c'est ce qui a préexisté à l'humain. Et en fait, le chaos, c'est le mouvement, c'est la vie. Okay. Et en fait, l'inverse du chaos, c'est pas le calme, la mer plate. L'inverse du chaos, c'est la mort. En fait, s'il y a plus de mouvement, il y a plus de vie. Okay. Donc en fait, il faut pas prendre le chaos comme un problème. Le chaos, c'est le principe même de la vie. Et je pense que pendant une grosse partie de la dernière partie du 20e, on va dire, on nous a fait croire qu'on pouvait maîtriser, qu'on pouvait contrôler, qu'on pouvait optimiser tout, que tout était allé sur des rails. Le point A, c'était vraiment... Le point B, pardon, c'était vraiment tout droit depuis le point A, quoi. Et en fait, c'est pas le cas. La réalité, c'est que la vie, elle est pleine de surprises. Alors, c'est super. On peut appeler la sérendipité. Oui, exactement. C'est comme ça qu'on apprend plein de choses. De manière positive, on parle de la sérendipité. De la manière négative, on dit putain, c'est la merde. Tu vois, c'est la même chose, en fait. C'est les deux côtés de la même balance. Et je crois qu'en fait, plutôt que de vouloir tout contrôler, il faut... parce que ça prend énormément d'énergie. Et je pense que les entrepreneurs qui nous écoutent, ils dépensent énormément d'énergie à essayer de croire qu'ils peuvent contrôler quoi que ce soit. Et c'est pas le cas. On peut essayer de prédire, on peut essayer de prévoir. Ce qui est vraiment important, je crois, c'est d'avoir de la vision. C'est pas le contrôle qui va permettre de faire quoi que ce soit. C'est d'avoir de la vision, une compréhension du monde qui te permet de te dire, voilà, ça c'est mes valeurs, ça c'est ma raison d'être, et ça bouge pas. Et après, à l'intérieur de ça, ça peut bouger comme toi, en fait. Je prends souvent cet exemple quand je parle des valeurs. Enfin, comme je fais beaucoup de marketing, on parlait beaucoup de why, how, what, tu vois, le truc de Simon Sinek. Et le why, donc c'est ta raison d'être, le how, les valeurs, et puis le what, c'est comment tu gagnes de l'argent. Et en fait, en général, les boîtes, elles se concentrent sur le what. Et le why et le what, ça bouge en fonction du vent. Exactement, quoi. Et la réalité, c'est qu'en tant qu'humain, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que tes valeurs, ta raison d'être, c'est toi. Et puis demain, tu fais un podcast, tu es entrepreneuse, mais demain, ça se trouve, tu vas créer une autre boîte ou tu vas décider autre chose. Et c'est OK, en fait, ton what, la manière dont tu gagnes de l'argent, il peut évoluer. La densité d'argent dont tu as besoin peut évoluer. Donc ça peut changer. Ouais. Le why et le what, donc, c'est vraiment le centre névralgique. Et généralement, les boîtes, elles font l'inverse. C'est-à-dire qu'elles se concentrent sur comment je gagne de la thune.
Mais tout ce qu'il y a autour, nos valeurs, en fait. Exactement. Alors, on en parle de plus en plus, mais malgré tout. On en parle, mais ça reste du marketing. Enfin, c'est beaucoup de com. C'est ce que j'allais dire. C'est pas fondamental. Et tu vois, on prend beaucoup l'exemple de Kodak, mais je trouve que Kodak, c'est un super exemple. C'était une boîte qui était dirigée par des physiciens, parce qu'en fait, c'est des boîtes qui faisaient de la chimie. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt des chimistes que des physiciens, d'ailleurs. Et en fait, c'est eux qui ont inventé l'appareil photo numérique. Donc, voilà. Mais quand c'est arrivé, pour eux, ça rentrait pas dans leur cadre. Parce qu'en fait, ils disaient, c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. Alors qu'en fait, le but, c'était de rendre la photo accessible. En fait, ça rentre dans le cadre. Ça dépend où tu te positionnes. Et je pense que la majorité des boîtes, des entrepreneurs, se perdent dans la manière dont ils gagnent de l'argent. Et on va pas leur jeter la pierre, parce qu'en fait, il y a un autre phénomène, et je parlais de révolution industrielle, c'est qu'une révolution industrielle, ça fait bouger un peu tout, bien sûr. Mais ce qui se passe avec la révolution industrielle qu'on est en train de vivre, c'est une révolution industrielle qui va trop vite, qui accélère énormément. Et en fait, quand ça accélère aussi fort, on a envie de courir aussi vite que la machine. Et c'est pas possible. Oui. Donc, et en fait, moi, je disais ça déjà quand je faisais de la transfo. J'ai fait 15 ans de transfo digital. D'accord. Et je disais aux gens, parce qu'ils me disaient, oui, on veut une application mobile, on veut un compte Instagram, on veut une page Facebook, on veut je sais pas quoi. Bon. Je disais, arrêtez de gesticuler, en fait. Vous faites n'importe quoi. Un enfant qui gesticule dans de l'eau, il se noie, en fait. Donc, ça sert à rien de gesticuler. Vous êtes à la bourre et c'est OK. Et vous n'êtes pas tant à la bourre que ça, parce que majoritairement, les humains n'utilisent pas l'IA, tu vois, si on prend cette révolution industrielle-là. Bon, vous êtes en retard, je veux dire, c'est impossible d'être... moi, je parle avec beaucoup de gens qui travaillent dans l'IA. OK. Tu peux pas être au bout du jour sur l'IA, je veux dire. Là, en ce moment, c'est Claude, ça se trouve, demain, ça sera ChatGPT. C'est ça aussi qui fait cette accélération, c'est que ça évolue tellement vite qu'on a toujours ce sentiment d'être à la bourre, en fait. Oui. Et c'est ça et donc, il faut ralentir. Ouais, il faut ralentir. Alors... c'est absolument indispensable de ralentir. Tu vois, pour ceux qui s'intéressent à la philosophie et à ce sujet-là en particulier, j'ai écrit toute une newsletter là-dessus. Mais si vous voulez aller directement dans le fond du truc, tu peux aller lire un philosophe, sociologue philosophe, qui s'appelle Hartmut Rosa, qui est un Allemand, qui a beaucoup écrit sur l'accélération du temps. Et c'est passionnant. Et en fait, tu vas te rendre compte que oui, la meilleure chose à faire quand ça accélère aussi fort, c'est de ralentir, de te poser et de définir de la vision. De dire, voilà, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Pas dire, dans 5 ans, il y aura des robots qui auront... J'en sais rien. Mais c'est quoi la vision ? Moi, ma vision, par exemple, c'est je suis convaincu qu'on revient vers l'humain. Je suis convaincu, comme j'ai dit tout à l'heure, les changements de valeurs, qu'on va sortir un peu du capitalisme pour revenir vers la nature, qu'on va avoir envie de réunions dans la vraie vie, qu'on va avoir envie de se rencontrer, de frotter les uns aux autres. C'est ça, etc. Remettre de la lenteur, c'est remettre un petit peu de la friction. Voilà. Et puis de prendre le temps de réfléchir, en fait. Oui. Et pas demander à une IA. Ce sujet est passionnant. Trucs, mais non, c'est génial. Et puis, je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais juste pour bien comprendre, là, cette bascule, ce changement, je voudrais juste quand même qu'on refasse un petit focus sur ce qui se passé il y a 10, 15, 20 ans. Pourquoi, en fait, on en est arrivé là ? Et j'aimerais bien avoir ta vision sur... C'était quoi, il y a 10, 15, 20 ans, un dirigeant qui performait, un dirigeant qui réussissait ? C'était quoi la notion de réussite, en fait ? La notion de réussite, je pense qu'elle n'a pas encore beaucoup bougé. Elle va bouger. Elle est en train de bouger chez les plus jeunes et elle est en train de bouger chez les gens. C'est pas une question d'âge. Je dis les plus jeunes, mais en fait, c'est les gens qui sont les plus ouverts sur le monde. C'est pas parce qu'on peut être jeune et à l'ancienne. Ouais, voilà. Et inversement, comme le CJD, avec les jeunes dirigeants qui ne sont pas que jeunes dans l'âge. Précisément. Donc la réussite, c'est l'accumulation dans notre monde. L'accumulation d'argent, de pouvoir, de notoriété. Voilà. En gros, même si, quand je dis ça, les gens vont dire oui, mais non, c'est pas exactement ça. Bon, en vrai, quand même, si je te dis ce mec a vendu, cette femme a vendu sa boîte 10 milliards, tu vas penser succès. Si je te dis il a X millions de followers sur Instagram, tu vas penser succès. Si je te dis putain, j'ai vu machin à la télé, tu vas penser succès. Voilà. Notre imaginaire collectif, c'est que le succès, c'est l'accumulation. Et ça n'a pas beaucoup bougé, donc on est toujours dans cette logique-là de l'accumulation, en ayant des petites contradictions, en disant mais attends, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Parce que je suis en train de courir, mais après quoi je cours ? Rien. Donc, est-ce que j'accumule, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Pas grand-chose. Moi, je connais plein de start-upers, parce que j'ai beaucoup évolué dans cette sphère, qui ont gagné énormément d'argent. Et l'argent, tu le réinvestis, donc tu l'as jamais vraiment sur ton compte en banque. Donc, du coup, tu continues de courir. Et en fait, ça n'a ni queue ni tête, cette course, parce qu'en fait, il n'y a pas de fin à cette course. Et en fait, c'est ça. J'ai l'impression, là, que toutes ces dernières années, on est rentré dans cette accélération qui
finalement n'a plus beaucoup de sens, mais qu'on est un peu enfermé dedans. Et je t'ai entendu parler du piège de la performance. Et ça, je pense que ça serait intéressant qu'on puisse en parler un petit peu, parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié à ça. En fait, le piège de la performance, c'est que d'abord, on le fait principalement pour les autres, je crois. C'est-à-dire que tu performes quand même dans une image sociale et tu le fais par rapport aux autres. En général, pour les entrepreneurs, alors soit ça vient d'une famille et cela dit, t'as toujours un petit combat. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé pour toi, mais en tout cas pour ce qui me concerne et pour tous ceux que je connais, il y a toujours un combat. Ça peut être par rapport au père, par rapport à la mère, par rapport à tes origines sociales, par rapport à ta couleur de peau, pour ce qui nous concerne tous les deux. Voilà, il y a toujours un petit combat quelque part. Et sinon, tu le fais pas parce qu'en fait, c'est tellement pénible. Pourquoi tu vas après, il y a une quête de liberté, tu vois. Bon, il y a aussi bien sûr tout ça, il y a peut-être un autre cette sens. créativité. Il y a aussi des gens qui s'éclatent à être dans cette ultra performance ou qui. Tu crois qu'ils se cachent la vérité ? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a plusieurs moments de vie, déjà. Donc, en fait, moi, je crois pas du tout à l'équilibre. Moi, je crois à l'harmonie. L'harmonie, la différence, c'est que l'équilibre, techniquement, c'est une position fixe qui ne bouge pas. Tu vois, quand il fait l'équilibre, il fait rien d'autre, en général. Ou alors, il est très, très fort. Et moi, j'aime bien la notion d'harmonie, qui est une sorte de déséquilibre permanent. Et une bonne manière de l'imager, c'est de marcher. Donc, nous, on se rend pas compte que quand on marche, on est en déséquilibre permanent. Mais quand tu regardes un enfant qui apprend à marcher, tu vois bien qu'il est en déséquilibre. Ouais, effectivement. Et en fait, il avance. Il bouge, il est dans le mouvement, en fait. Et tu peux avoir envie d'avancer plus ou moins vite. Et je pense qu'en fonction de ton âge, tu vas avoir envie d'avancer plus ou moins vite. Donc, mais moi, j'aime bien cette notion d'harmonie plutôt que cette notion d'équilibre de vie qui me semble complètement... en fait, ça revient... Là, je pense à l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher. Ça revient finalement à la notion de chaos. Où il se retrouve toujours à un moment dans une situation un peu chaotique, mais il repose son pied. Exactement. Et t'avances. Parce qu'en fait, t'as défini un sens. Le sens, c'est d'aller au point B. Donc, en fait, tu mets un pied devant l'autre et t'avances. Et peut-être que tu vas perdre l'équilibre, tu vas passer un petit peu à droite, un petit peu à gauche, dans l'autre sens, pour ceux qui regardent la vidéo. Mais je suis gaucher, je suis désolé. Moi aussi. Mais t'avances et tu vas vers ton point. Je suis pas sûr d'avoir répondu à ta question, cela dit, qui était... Sur le piège de la performance. Le piège de la performance, c'est ça. Je pense qu'en fait, le piège de la performance, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'arrivée à cette logique. Oui, c'est ça, en fait. Et donc, à un moment donné, en fait, pour moi, la manière dont je le vois, c'est qu'il y a la performance, ça t'amène dans le bien vivre, en tout cas la performance professionnelle, mais même la performance personnelle. Je crois que d'une certaine manière, ceux qui font des ultramarathons, du sport de manière très intensive, ils s'abîment. Je pense qu'on a beaucoup de croyances qui sont fausses. Un corps qui est très lean, donc un corps lean, c'est un corps, c'est pas la stratégie d'entreprise. Lean, c'est le même mot, mais c'est pas la même chose. Un corps lean, je connaissais pas ça. C'est un corps qui est, tu vois, avec très peu de gras, très avec des muscles saillants, pas forcément bodybuildés, mais saillants, tu vois. Ouais, comme les coureurs, les ultra-trailers. Les coureurs, pas forcément, mais ceux qui font, par exemple, de l'Irox. Ok, d'accord. Tu vois, t'es fit, quoi. T'es lean. Et ça, c'est pas un corps nécessairement en bonne santé. Un corps en bonne santé, c'est un corps qui a du gras, c'est un corps, tu vois, c'est pas nécessairement un corps lean. Ok, d'accord. Et donc, t'es dans cette performance, mais t'es pas forcément en bonne santé. Quelqu'un qui fait beaucoup de marathons, il a un cœur qui fonctionne bien, je lui souhaite, mais t'es pas forcément en bonne santé non plus, t'as plein de problèmes. Donc en fait, la performance, en fait, la question, et elle est toujours compliquée, c'est jusqu'où tu pousses. Et je dis pas qu'il faut pas sortir de son cadre, c'est le nom de mon blog il y a 20 ans, donc sortir du cadre, c'est vraiment mon truc, mais il faut savoir poser des limites et de se dire, en fait, la performance, elle doit être multiple. En fait, il y a plusieurs dimensions dans la performance. Il y a une performance que tu dois faire avec toi. Donc, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu te nourris bien? Est-ce que tu fais du sport? Voilà. Il y a une performance sociale. Est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu as des relations profondes avec lesquelles tu peux avoir des relations, des discussions, authentiques, vraiment, tu vois, profondes? Il y a une dimension familiale. Est-ce que tu as une femme, des enfants, un mari, peu importe. Et puis, il y a une dimension professionnelle. Et en fait, la performance globale, c'est ces 4 dimensions-là. Si tu ne vas pas dans les 4, et tu dois essayer au maximum avoir les 4, en fait,
tu surcompenses un truc par un autre. oui. Et souvent, le sommeil, Ouais. c'est celui qui paye le plus cher. Et c'est marrant, tu vois, je parlais de poids à l'instant, les gens se prennent la tête pour savoir comment maigrir. Dormez, en fait. Ouais, Avant même le repas, avant même le sport, le sommeil. oui, Le ouais, sommeil et c'est le marrant stress. parce que j'ai vraiment pris conscience il y a peu de temps que mon seul médicament, c'était le Bah sommeil. oui, et le sommeil et puis la réduction du stress, donc la respiration, travailler sur son nerf vague. Bah oui, ouais. Voilà, hein. Ouais, bah petites ça, bases, c'est quoi. toutes ces notions qui sont, Donc- qui sont hyper importantes. Et c'est rigolo que tu utilises le terme performance globale pour parler de Bah oui. l'être humain et de notre environnement. Et- Parce que si j'ai dit, on parle de performance globale Ah, oui. pour l'entreprise, en fait. Ah, oui, Ça a oui, été, c'est ce un des qu'apporte- éléments, la performance globale de l'entreprise. C'est un élément. Mais en fait, il y en a 3 autres et tu pourras devenir super performant dans ton nerf vague, à savoir bien respirer, bien calmer tes nerfs, bien, tu vois, pour éviter le stress. Bah oui. Et... Bah oui, c'est clair. Ouais. Après, sur cette notion de performance, quand même, moi, je m'interroge, je reviens sur notre dirigeant ou notre dirigeante, et à quel moment, en fait, si on se ressent sur la partie plutôt professionnelle, entrepreneuriale, etc., à quel moment notre dirigeant, il doit se dire, bah là, je suis fatigué, je suis épuisé, mais quand est-ce qu'on passe plus d'un sujet personnel, individuel, et qu'on se dit, bah, il y a peut-être un dysfonctionnement dans notre organisation et dans notre que ce soit plus systémique, en fait. Donc, alors, généralement, tu le sens, mais puisque les entreprises et que nous-mêmes, on adore les KPI, Bah ouais, c'est ça. il y a un KPI qui ne trompe pas, qui est tout simplement les personnes qui prennent des congés maladie. Et en fait, je pense qu'on peut pas mal qualifier la santé d'une entreprise au nombre d'arrêts maladie qu'il y a dans l'entreprise. Donc, si les gens prennent beaucoup d'arrêts maladie, c'est qu'ils sont sans doute trop fatigués et sans doute qu'il n'y a pas assez de sens, ou peut-être parfois dans l'autre sens, trop de sens. Ça peut arriver dans les associations, oui. parce qu'en fait, les gens se crament. Il y a vraiment C'est vrai. il peut y avoir des burn-out militants, ça existe, c'est un vrai truc. Donc, ça peut être trop de sens ou pas du tout assez de sens. Donc, beaucoup de burn-out ou trop de fatigue, tout simplement. Voilà. Ouais, bah c'est ça, Il y a ouais. des gens qui perdent leur engagement, ils perdent leur élan. Moi, j'aime bien parler d'intelligence cognitive. Oui. Comme tu sais, on en a parlé Ouais, ensemble. exactement, L'intelligence cognitive, ouais, c'est le 3e type d'intelligence. On a une intelligence cognitive, donc le QI, l'intelligence émotionnelle, la manière dont tu gères les événements. Et puis l'intelligence cognitive, ce qui te donne de l'élan. Et pour avoir de l'élan, en fait, tu dois avoir pas trop d'informations, tu dois avoir du sens. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui vont te donner de l'élan. Ouais. Et concrètement, on fait comment en fait, là, pour le retrouver, cet élan. Mais venez me voir. Hein. Mais oui, voilà. Je vais tout vous expliquer. Comment tu fais? Je pense que le conseil que je donnais tout à l'heure, qui était de ralentir et de prendre le temps de réfléchir, c'est sans doute le meilleur et le plus difficile des conseils. J'en ai complètement conscience, parce que ralentir dans un monde qui accélère, ça peut sembler complètement contre-intuitif, et ça l'est. Mais c'est absolument indispensable. Tu peux aller voir tous les philosophes grecs, toute la philosophie dans tous les sens. Quand ça accélère, il faut ralentir. Donc, que ce soit les philosophes modernes ou les plus anciens, ils te disent tous la même chose, ou ça peut être des moines tibétains, si tu veux. En fait, la sagesse quand même, quand le monde accélère autour de toi, c'est d'avoir la sagesse. Et je pense que de ralentir. Pour le coup, ça prend un peu d'âge, mais de ralentir. Et de dormir, du coup. Oui, dormir, ça fait partie du Dormir, ralentissement, mais ralentir, prendre le recul sur les choses et se dire, typiquement, si je regarde l'IA, là, pour revenir à l'accélération qu'on est en train de vivre, si je te faisais une formation technique sur l'IA il y a 3 mois, je te parlais pas de Claude Cowork. Ouais. Et aujourd'hui, il y a Claude Cowork. Du coup, ça change tout. En fait, donc, ta formation d'il y a 3 mois ou du mois de décembre, elle n'a plus aucun sens. Et c'est pas qu'elle a aucun sens, mais en fait, ça a complètement changé. Donc, du coup, et ça se trouve qu'en septembre, il y aura autre chose. Je sais pas, moi, j'ai pas de boule de cristal. Mais ce que je sais, c'est que c'est possible que, comme ça va très vite et que même les gens chez OpenAI n'arrivent pas à suivre, ils sont les mieux placés, mais enfin, voilà. Oui, non, mais en fait, c'est ça qui est un peu déroutant, c'est que tout évolue tellement vite, et c'est vrai que quand on est dans sa boîte, alors déjà, on a la tête dans le guidon, et puis en même temps, on a cette sensation que on ne sait pas ce que ça va être demain, on avance dans un flou, dans l'incertitude constante. Et ça, un dirigeant, il fait comment, ou une dirigeante, il fait comment pour avancer là-dedans?
quand je parlais de ralentissement, mais je trouve qu'il y a des bons outils, en tout cas moi ceux que j'utilise, c'est de retourner à la philosophie, à la sociologie, Mmh. euh, à des bouquins anciens. Ouais, ok. Et je pense que c'est une bonne manière de regarder le monde et de se dire, ah, en fait, ces changements-là, on les a jamais vraiment vécus Mmh. en tant qu'humanité, en particulier les polycrises, mais je peux voir quand même comment ça bouge. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, le passage de la modernité à la postmodernité, c'était décrit il y a 45 ans, c'est pas un truc récent. Il Ouais, suffit d'aller lire effectivement, ouais. Maffezoli ou de Mmh. l'écouter sur un Oui, oui. podcast. Euh, Ça peut être de regarder des écrits d'Épictète, de plein de philosophes. Je pense que ça te permet de te réancrer. Mmh. Parce qu'en fait, je pense que quand tu es dans un monde d'accélération comme ça, où tout le monde court, et donc ça te donne aussi envie de courir, parce qu'en fait, on reste des animaux sociaux, donc quand tout le monde court autour de toi, tu as tendance aussi à vouloir courir. Et je dis pas qu'il faut pas du tout utiliser l'IA. Moi, j'utilise l'IA tous les jours. Hein. Je ne suis pas du tout technophobe. Moi, j'ai évolué, j'ai Dans ce participé domaine-là, ouais. pleinement à développer les réseaux sociaux en France. J'ai fait des tonnes de télé, des tonnes de conférences. Tu vois, tu l'as dit, j'étais prof à HEC à Dauphine de marketing Oui. digital. Ah ouais, Donc, en plus, fait, je ne suis pas du tout technophobe. Hein. Faut bien comprendre. Simplement, parce que j'ai baigné dedans de manière très profonde, je sais aussi que ça bouge très vite et que quand ça bouge aussi vite, je prends du recul. Il faut se recentrer. Et quand je suis entrepreneur, il faut se recentrer sur l'essentiel. C'est qu'est-ce que j'essaie de faire fondamentalement. Tu vois, il y a personne qui essaye de vendre un t-shirt. Enfin, il y a plein de gens qui essaient de vendre un t-shirt. Ouais. Mais pourquoi, qui, comment, quelle communauté, qu'est-ce que j'essaie de faire en fait. Et est-ce que ça pourrait prendre une autre forme qu'un t-shirt? Tu vois, si je prends par exemple L'Oréal, ils disent qu'ils travaillent sur la confiance en soi. Est-ce que la confiance en soi, c'est uniquement extérieur? Est-ce que c'est uniquement des produits de beauté? Moi, je sais pas, mais si ta raison d'être, c'est la confiance en soi, il pourrait avoir plein en fait, d'autres manières de le faire. Tu peux planter. Donc, je pense que la raison d'être, elle est bien définie chez L'Oréal, c'est vraiment ça, hein, la confiance en soi. Ok. Par contre, après, la manière dont ils gagnent de l'argent, là, pour l'instant, ils font de la beauté et du parfum, enfin, voilà. Mais en fait, ils pourraient faire 1000 autres trucs. Bah oui, ouais. Tu vois. Ouais. Et c'est peut-être ça, du coup, se mettre aussi en chemin de transformation, c'est de se questionner pour voir comment on pourrait se mettre en mouvement pour peut-être être moins dans cette accélération du monde, moins dans cette ultra-performance. Non, mais la performance, elle est super quand tu la dimensionnes quand tu la prends sur les 4 dimensions. Et après, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions. Moi, quand j'étais plus jeune, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment la niaque, j'avais envie de bouffer, je suis parti vivre à New York. Et c'était super, tu vois, et c'était un moment de ma vie, et c'est super. Tu peux pas maintenir une vie comme ça, parce que tu vas t'exténuer. Mais justement, ça revient sur cette sorte de performance. À un moment, on commence à s'essouffler. Ouais, et quand je reçois des dirigeants des gros dirigeants, tu vois, je pense au CEO de Michelin, je pense au CEO de Best Buy, enfin des gens qui, des gens qui gèrent plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ils prennent un temps, c'est extrêmement important pour eux de faire du sport tous les jours. C'est extrêmement important pour eux de dormir. Et en fait, c'est structuré pour qu'ils puissent dormir, pour qu'ils puissent faire du sport. Enfin, en fait, pour ces gens-là... tenir sur la longueur, en fait. Ouais, parce qu'en fait, sinon tu crames... Tu vois, j'en parlais avec le patron de la Poste, et il me disait la même chose. En fait, c'est extrêmement... Enfin, donc, il y a un podcast qui est sorti, mais c'est extrêmement important de faire du sport régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais 3-4 fois par semaine. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire mais j'ai pas le temps. En fait, on a le temps. Jamais on dit ça. Le temps étant un imaginaire, hein, pour revenir au début de la conversation, on a toujours le temps. Donc en fait, c'est le temps qu'on prend. Oui, voilà, exactement. Mais du coup, alors tout ce que tu me dis là, ça me fait penser à la robustesse. Alors, la robustesse des entreprises, mais là, tu parles plus de l'être humain et en fait, finalement, tout est lié parce que là, c'est de remettre de la lenteur dans ce qu'on fait, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de marge de manœuvre parce que du coup, on remet de l'huile dans les rouages et du coup... cette idée de robustesse, parce que c'est vers ça qu'on a envie de tendre au CJD. On veut accompagner les entreprises et les entrepreneurs à aller dans ce sens-là. Et donc, du coup, je me permets de rebondir pour savoir, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, cette notion de robustesse? Je ne sais pas si c'est un mot que tu emploies. Si. En fait, j'ai reçu Olivier Hamant sur le podcast. Donc, c'est lui qui a vraiment mis au bout du jour ce mot. Avant lui, il y avait eu Tayeb avec un bouquin qui s'appelait Antifragile en 2012. Exactement, Donc, mais Tayeb, qui est plutôt un entrepreneur, et puis
Hamon, donc Olivier Hamon, qui est plutôt un biologiste. Donc, ils prennent le sujet de deux manières différentes, mais qui arrivent à la même conclusion. C'est qu'un système qui est trop optimisé, casse. Et donc, Olivier s'appuie beaucoup sur le vivant, c'est un biologiste, le corps, mais aussi tous les systèmes vivants, et en disant, en fait, ces systèmes-là, ils sont robustes. Ils sont robustes, ils ont été, et on a tous, et c'est pour ça qu'on est encore vivant aujourd'hui, c'est qu'on a tous été construits sur un modèle robuste qui peut survivre à des changements importants. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, les conditions de vie sur Terre peuvent évoluer. Et donc, si tu n'es pas robuste, et si tu es optimisé pour une condition de vie, ça ne marche pas. Par exemple, un humain, il est optimisé à 23 degrés. Bon, s'il fallait qu'il fasse tout le temps 23 degrés pour qu'il puisse survivre, ça marche pas très bien. Là, il va falloir qu'il s'adapte. Voilà. Alors, tu peux mettre des fringues, tu peux en enlever, mais enfin, quand même, voilà. Et l'exemple que lui, il prend, que moi, j'aime beaucoup, c'est de se dire, une feuille sur un arbre, elle transforme 2% du soleil qu'elle reçoit en énergie. Pas 98%, c'est pas optimisé. Et par ailleurs, il y a une redondance de feuilles énorme. Si ils étaient dans un système optimisé, ils ne feraient qu'une seule grosse feuille. Voilà. Où il y aurait une seule grosse racine. Voilà. Et on se dit, oui, mais si elle se fait bouffer par les fourmis, si la feuille tombe, du coup, il n'y a plus d'arbre. Oui, c'est précisément ça, en fait. La robustesse, c'est de se dire, je vais faire de la redondance. Oui, ce qui n'est pas du tout optimisé. Je ne vais pas pousser les systèmes dans tous les sens. Donc, toi, par exemple, ton cœur, il est capable de monter à 150, 170. T'es pas tout le temps à cet endroit, heureusement. C'est-à-dire que, et moi non plus. Là, j'espère qu'il doit être aux alentours. On serait un petit peu essoufflé. Donc, c'est possible. On peut être optimisé. On peut monter en température. On peut gérer des grosses températures. On peut gérer de la vitesse. On peut gérer plein de trucs. Ça, c'est le vivant. De manière générale, il est capable d'être optimal. Mais son mode de fonctionnement, il n'est pas dans l'optimisation, il est dans la robustesse, c'est-à-dire un mode de fonctionnement middle ground, pardon pour l'anglicisme, mais tu vois, un système OK, tu vois. Moi, mon cœur, en moyenne, il bat à 50, tu vois. D'accord. Donc, pas à 150. J'ai un cœur très lent, mais enfin, quand même. Il marche bien. Il est même un peu trop lent. Mais bon, c'est une autre discussion. Donc, la robustesse, ça m'évoque ça. Ça m'évoque des entreprises qui vont avoir de la redondance. Par exemple, plusieurs prestataires de services en fonction de là où elles ont besoin de prendre leurs produits, leurs services. Elles vont essayer de localiser au maximum. Ça coûte plus cher, mais c'est quand même plus facile à gérer. Les flux sont plus faciles à gérer. On voit bien ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz, mais ça peut être d'autres, bien sûr. On a eu d'autres soucis auparavant. Ça va être de ne pas être en optimum permanent. Ça va être de célébrer des moments qui sont de non-performance. Tu vois, lui, il parle par exemple de la machine à café, les discussions à la machine à café. Il va parler, et je pense qu'il a raison, des personnes qui sont pas forcément les meilleures dans l'entreprise, mais qui créent du lien. Et qui seront là aussi le moment où les meilleurs ils vont cramer parce qu'en fait ils sont trop optimisés, qui vont faire des burn-out. Il faut qu'il y ait encore des salariés. Et donc, en fait, des gens qui sont pas... je parle pas des tirs au flanc nécessairement, mais des gens qui... ils avancent plus lentement, tu vois. Et en fait, on a besoin d'eux aussi. Oui, on a besoin de toutes ces formes d'intelligence, de manière de réagir face au monde. Exactement. Et donc, moi, la robustesse, ça m'évoque tout ça. Ça m'évoque un système où on a été cultivé, c'est vraiment le terme, dans une logique d'optimisation, d'hyper-performance, de lean. Tu vois, pour reprendre mes lean, c'est pas forcément ça d'ailleurs, parce que j'ai aussi fait un podcast sur le lean et je me suis rendu compte que j'avais une mauvaise compréhension de ce que c'était que le lean. Ouais, tu le voyais de manière négative ? Moi, je le voyais d'une manière très optimisée, toyotisme, C'est souvent l'image qu'on en a. Ouais, et en fait, tu te rends compte que c'est pas nécessairement ça. Je serais plus capable de te faire toute la définition, mais les passionnés du lean sauront précisément de quoi je parle. Et ils diront, mais oui, c'est pas du tout ça. Voilà. Donc, ceux qui sont partis au Japon, en Corée, ils savent très bien de quoi je parle. Ok, j'insiste. Je revenais sur la notion de robustesse parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur au CJD et on travaille beaucoup sur ça. Et puis là, l'idée de ce podcast, c'est de pouvoir permettre à tout à chacun d'être plus robuste et du coup d'amener ces entreprises à se mettre en mouvement justement pour remettre de la lenteur des marges de manœuvre, de la coopération, de l'expérimentation aussi, du droit à l'erreur, pour refaire des entreprises aussi qui soient plus humaines et puis qui puissent plus solides, voilà, et qui ne sont pas dans une croissance à 30% par an. Ouais, exactement. Mais qui sont dans une croissance à 5-10% par an. Oui, voilà. C'est super. Et c'est ça, en fait, peut-être aussi, c'est le changement d'état d'esprit.
Se dire, bah oui, on n'est pas obligé de faire une croissance à 2 chiffres tout le temps, Non. parce que peut-être qu'on va le faire 1 année, 2 années, qu'après il va avoir un changement et on va se prendre le mur, alors que en ralentissant un petit peu, on ira plus loin. Oui, et parfois, quand on est entrepreneur, on se rend pas forcément compte qu'on est en train de se cramer. Mais en fait, voilà, Moi, c'est j'ai ça. reçu, entre autres, Nicolas Duep, donc, qui était le patron d'une boîte qui était valorisée à 100 millions d'euros et qui a fait un arrêt cardiaque en faisant du vélo. Son cœur battait normalement, pour le Oui, coup. ouais, je l'ai entendu, ouais. Et il a fait un arrêt cardiaque. Du coup, il a tout perdu, sa boîte, tout. Voilà, Il a failli ouais. perdre la vie, il n'est pas mort, mais par contre, il a évidemment perdu sa boîte. Bah oui, ouais. Et en fait, parfois, et je pense que dans notre culture, on ne s'est pas habitué à écouter notre corps. Pas du tout, je crois. On est très dans On la en est tête. très déconnecté. Et du coup, je pense que, tu vois, ralentir, c'est aussi respirer. Je en parlais tout à l'heure, je parlais du nerf vague, mais Ouais. respirer, méditer. Bon, méditer, ça peut tout et rien dire. Ça peut être méditer, on peut jardiner, c'est de la méditation. On n'a pas besoin de s'asseoir en tailleur, je veux dire, mais faire des choses plus lentement, avec conscience. Ouais, en fait. avec conscience. Et avoir aussi la conscience de soi, de qui on est, de comment on réagit, de qu'est-ce qui nous affecte. Parce que je reprends toujours mon exemple du dirigeant, de la dirigeante, bien là, sûr, qui vit dans ce c'est à eux monde. qu'on parle. Voilà, ouais, et comment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui dans ce monde-là qui est en train de basculer? Est-ce que tu penses que toi qui accompagnes beaucoup de dirigeants, est-ce qu'il y en a qui sont encore hyper sereins et qui se disent c'est bon, je gère? Ou est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est aussi en train de se casser, une peur, je sais pas? Ça dépend s'ils sont honnêtes avec moi ou ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Ouais. Parce que parfois, tu peux ne pas être honnête avec toi-même non plus. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs postures. La posture principale, je pense que je vois, c'est le nihilisme, c'est-à-dire nihilisme passif précisément. Ok. C'est-à-dire, je vois pas très bien ce que je peux y faire. Ouais. Donc moi, je fais ma petite tambouille, j'avance dans mon coin et chacun sa merde. En gros. Et en fait, en faisant ça, je pense que on se rend pas compte qu'on s'appauvrit tous les uns les autres. C'est-à-dire que par exemple, quand tu achètes un produit moins cher, qui est fabriqué ailleurs, généralement, souvent, ouais. Tu te dis, hey, j'étais trop malin, J'ai moi. fait Une super affaire. Sauf qu'en fait, tu es en train de t'appauvrir parce que finalement, tu es en train de mettre au chômage les gens qui sont en France. Tu mets au chômage les gens qui font. Enfin, et donc, ça va te finir par retomber dessus. Donc, en fait. Donc, pardon, pardon, j'ai fait une petite digression, mais pour revenir sur la manière dont les gens réagissent, ça peut être ça. Donc, ne pas être honnête avec toi-même et de se dire tout va bien, ou nihilisme passif, c'est-à-dire moi, je peux rien y faire, donc je vais dans mon sens. Ça peut dire tout va bien et en fait, business as usual. Ça peut être ah merde, c'est un peu compliqué, donc du coup, la solution, c'est d'hyper performer. Et je vais virer tout le monde et prendre des IA à la place, tu vois, si je vais au bout de la logique. Ouais. Ou ça peut être un retour au spirituel. Étonnamment, tu vois, je reçois donc beaucoup de dirigeants sur le podcast, des gros dirigeants. Enfin, c'est pas, enfin pas que des gros dirigeants, mais bon, quelques gros dirigeants, et toutes me parlent de spiritualité. Okay. Et je parlais tout à l'heure, tu vois, quand je parlais de changement de société, je te disais, on est en train de passer du rationnel au spirituel. C'est un des éléments, mais je vois beaucoup ce retour à la spiritualité, qui n'est pas forcément religieuse. Oui, bien sûr, ouais. Mais qui est, quand je parle tout à l'heure voilà, ça peut sembler un petit peu ésotérique, mais je ne crois pas que ça le soit du tout. Je pense qu'on a été dans un monde beaucoup trop, justement, rationnel, analytique. Et c'est super. Enfin, je veux dire, moi, je suis beaucoup dans la nuance, donc je suis pas du tout. Je vais pas du tout dire que l'analytique et que l'analyse ça servait à rien. C'est super. Oui, et puis ça a marché en plus. Et ça a marché. Ça a permis la médecine moderne. Donc voilà, l'analyse, c'est découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer. Et c'est super. Mais il y a un moment donné, tu es obligé de reprendre de l'holistique. Et je pense qu'on est à cet endroit de dire attends, pop. Là, en fait, ça accélère beaucoup trop vite. Reprenons un peu de recul, respirons un petit peu. Ayons des discussions un peu profondes les uns avec les autres. Combien tu vois, le patron de Best Buy, donc Best Buy, c'est l'équivalent de Fnac Darty aux US, c'est 50 milliards de chiffre d'affaires. Hubert Joly, qui est donc un Français, qui est la référence pour la majorité des CEO du CAC 40, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Diriger avec le cœur, ou peut-être pas Diriger avec le cœur, mais Entreprendre avec le cœur. D'accord, ok. Et qui te dit, par exemple, tous les trimestres, il prenait une demi-journée pour parler avec ses N-1, chaque N-1, un par un, pour savoir comment mieux collaborer. Ouais. Pas un projet en particulier, juste comment on fait pour mieux collaborer l'humain.
comment on partage nos vulnérabilités les uns les autres. Des vrais trucs, quoi. Pas, oh là là, je suis vulnérable parce que je suis perfectionniste. Tu vois, pas ce truc débile, hein. Mais des trucs vraiment profonds de la manière dont tu as été éduqué, les blessures que tu peux avoir, la manière dont tu t'es construit. Voilà, des discussions un peu vraies, quoi. Oui, voilà, des discussions qui permettent aussi d'apprendre à se connaître soi. Exactement. Et puis de connaître les autres. Exactement. Des espaces de parole. Oui, voilà. Et en fait, ça, c'est en train de revenir. Enfin, moi, je pense que les entreprises que je vois réussir, que je vois être robustes, pour reprendre la terminologie, c'est des entreprises où il y a tout ça qui est en train de se passer, tu vois. C'est des entreprises où on prend soin. Ouais, le care. Et le care, bien sûr que tout le monde va dire, bah oui, évidemment, le care. Oui, je suis pas maltraitant. Mais la réalité du care, c'est que, en fait, je parlais de l'imaginaire au tout début, l'imaginaire d'un leader, si je te dis imagine un leader, et même si tu es une femme, je pense que la majorité des gens vont penser un homme optimisé et bien payé. Voilà, ça c'est un leader. D'ailleurs, on dit un leader en général. Et si je te dis, imagine un caretaker, tu vas penser à ta mère, ou tu vas penser à une infirmière, en tout cas quelqu'un qui n'est pas bien payé et qui n'est pas optimisé. Exactement. Voire pas payé du tout. Donc en fait, c'est pas si évident de dire le leadership du care. Enfin, ça peut sembler logique, mais en fait, c'est deux imaginaires qui s'opposent. Et puis aujourd'hui, c'est au plus aussi dans une certaine communication, on va dire. Hein, c'est un peu marketing c'est un peu des bullshit, fois quand on l'entend comme bullshit, ça. On peut y aller. Hein. On peut y aller. Mais pour autant, on sent aussi donc dans cette mouvance de changement qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, d'entreprises qui essaient justement de faire ça pour de vrai. Au Centre des jeunes dirigeants, ça nous parle beaucoup. Enfin, ces espaces de parole, en fait, c'est ce qu'on fait. Enfin, le mouvement, chaque section où on se retrouve, la section, c'est des associations locales. C'est en fait, on fait que ça. On se parle entre nous, on expose nos vulnérabilités. Alors, quand je te demandais quelle était ta météo, c'est la première question qu'on se pose. Et quand tu rencontres un JD, tu sais que sa réponse, elle va être vraie. Ça va pas être juste un grand soleil. C'est nickel. Parce que le soleil, il peut être un petit peu nuancé quand même. Parfois, il y a des nuages. Mais il y a le soleil derrière. Oui, voilà. Mais en tout cas, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai parce que quand on en est dans ce niveau de profondeur, c'est là, en fait, où on commence à se questionner et se dire, faut peut-être que je me transforme et que je transforme les autres. Et puis, il y a plus d'écoute et puis il y a plus de questionnement, plus de lenteur, etc. Après, les entrepreneurs sont pris quand même dans un système qui est compliqué, dans le sens où, je le disais tout à l'heure, c'est quasi, même si l'argent ne permet pas d'augmenter la performance des gens les plus qui ont des jobs créatifs, disons des jobs de bureau, quand même on est bloqué, en France en tout cas, en raison des retraites, en raison des charges, on est quand même bloqué sur les augmentations salariales. Et ça, quand même, l'un dans l'autre, des collaborateurs à qui on dit on prend soin, etc. Et en fait, les augmentations n'arrivent pas, ou en tout cas, elles arrivent, mais ce qui arrive dans la poche du collaborateur, c'est tellement faible par rapport à l'argent qui est investi par l'entreprise que du coup, il ne voit pas tant l'effort que ça. Ça, c'est quand même un sujet. Oui, et c'est un vrai sujet. Sur lequel j'ai absolument pas la main. Non, voilà, c'est bien dommage de ne pas pouvoir vivre d'amour et d'eau fraîche uniquement. Et c'est pour ça, en fait. Et de faire changer les lois. Mais... c'est ça. Et en fait, au-delà de ce qu'on vient de se dire, c'est la première vocation d'une entreprise, c'est aussi d'être pérenne économiquement, d'avoir cette vocation-là pour ensuite pouvoir prendre soin. Parce que justement, l'amour et l'eau fraîche ne suffit pas à Et d'ailleurs, évoluer. De manière hyper intéressante, je trouve, quand tu reprends la racine des mots écologie et économie, ça ne s'oppose pas. Hein. Je disais tout à l'heure, les deux peuvent... Écologie, c'est le discours sur la nature, ou le discours sur la maison. Logis, c'est la maison. Éco, c'est... logis c'est le discours, éco c'est la maison. Économie, donc éco c'est toujours la maison. Nomie c'est la gestion de la maison. Et en fait, tu as un mot que j'aime beaucoup, qu'on connaît, en tout cas un préfixe qu'on connaît tous, un suffixe, pas un préfixe, qui est zophie, donc philosophie, etc. Et donc tu as l'écosophie, qui est la sagesse de la maison. Tu vois, qui vient faire le pont entre l'économie et l'écologie. Et l'écologie, ok. Tu vois ? Ok. Donc ça ne s'oppose pas. Et donc, non, c'est pas de se dire, mais effectivement, une gestion de maison, il faut que ça soit en l'occurrence, dans notre monde, il faut que ça soit rentable. Faut que ça fonctionne. Je vois le temps qui tourne et j'avais très envie de t'entendre parler parce que maintenant là on voit qu'on est dans un monde qui part en cacahuète. Hein, ça on a acté normal, le truc. La cacahuète est la situation normale. Voilà. Le chaos. Et le chaos, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans chaos. Donc,
Ne vous inquiétez pas. Exactement, c'est voilà. Ouais. Donc, normal. partir en cacahuète, c'est pas forcément négatif. Moi, j'adore les cacahuètes. Non, mais du coup, voilà. Une fois qu'on a fait ce constat-là, j'avais très envie de t'entendre sur tout ce qui est lié à l'optimalisme, Ouais. à la joie, parce qu'on a besoin de ça. Oui. En fait, pourquoi je parle de joie rebelle et pourquoi je parle d'optimalisme? L'optimalisme, c'est quoi? C'est regarder le réel en face et décider de s'y engager. Donc, c'est pas optimisme qui voudrait dire vous inquiétez pas, tout va bien se passer, parce que la technologie va nous sauver. J'y crois pas du tout, et je connais bien la tech quand même. Je crois pas du tout à cette option. Je suis pas non plus pessimiste en disant oh là là, c'est catastrophique, tout va s'effondrer, parce que ça te mène nulle part. En fait, aucune des positions, l'optimisme ou le pessimisme, te fait avancer. C'est des positions où tu dis t'inquiète, ça va bien se passer. Ouais. D'ailleurs, il y a un bouquin auquel je prends référence régulièrement, qui est un bouquin de Frankl, Viktor Frankl, qui était un Autrichien, qui était un psychiatre allemand, juif, enfermé dans les camps de concentration à Auschwitz. Ok. Donc, il a écrit un bouquin, entre autres, qui s'appelle Man's Search for Meaning. Donc, il s'en est sorti, sinon il n'aurait pas écrit le livre. Oui. Donc, il a survécu. Et en fait, il observe dans les camps de concentration que les gens qui sont hyper optimistes, qui disent non, mais t'inquiète, à Noël, on sera sortis, ils meurent. Parce qu'en fait, à Noël, t'es pas sorti, en l'occurrence. Voilà. Enfin, en tout cas, à la période où lui s'est fait enfermer. Les pessimistes se suicident, donc du coup, ils vivent pas non plus. Et ceux qui arrivent à survivre, donc son bouquin s'appelle Man's Search for Meaning en anglais, en français, ça doit donner un truc genre La quête de sens, quoi. Enfin, ouais, d'accord. Ok. Du genre, je sais pas exactement le titre en français. Et quand tu as du sens, quand tu décides que en fait tu vas survivre parce que pour toi il y a un truc qui est plus important et que ça va être important pour toi de le faire, pour lui c'était de retrouver sa femme qui avait été également enfermée, qui est morte pour le coup elle malheureusement, et de partager tout ce qu'il avait appris. Et donc il en a créé une thérapie qui s'est appelée ensuite la logothérapie. D'accord. Donc le sens, voilà, ça c'est extrêmement important. Ensuite, ça veut dire, et moi je fais beaucoup appel à Spinoza, et je regarde beaucoup ce qu'on appelle les passions tristes et les passions joyeuses. Passion triste, c'est se faire enfermer par la tristesse du monde, c'est-à-dire tout part en sucette, tout part en cacahuète. Ouais, et puis là, c'est le fatalisme et là, je tombe dans soit le pessimisme, soit le nihilisme, c'est-à-dire passif, qui serait je peux rien y faire. Voilà. Et puis, en fait, il y a les passions joyeuses. Et les passions joyeuses, c'est de se dire, c'est pas la joie comme un sentiment hyper positif quand tout va bien, ça c'est le bonheur, c'est pas exactement la même chose. La joie, c'est une énergie qui te donne envie d'avancer, et plus tu avances, plus tu as de la joie. Et moi, je m'appuie beaucoup sur le mouvement de la résistance. Alors, tous les Français n'étaient pas résistants, ça aussi, c'est une belle histoire, mais et De Gaulle a été extrêmement fort là-dessus, mais par contre, il y avait des vrais résistants, en particulier certains qui étaient connus comme Camus ou René Char. Et c'est intéressant de regarder que, par exemple, ce qu'on appelait le programme des jours heureux, ce qu'eux ont appelé le programme des jours heureux, donc c'est le programme qui a donné naissance, entre autres, à la sécurité sociale. Ils l'ont écrit dans le maquis, je veux dire, ils étaient en plein... dans le bourbier. Dans le bourbier. Et ils ont appelé ça le programme des jours heureux. Okay. Et de la même manière, quand tu lis un petit peu Char et Camus, ils te disent tous que la joie, c'est souvent pas la raison, mais c'est souvent la conséquence de l'action, de la résistance. Et moi, je crois beaucoup dans ce mouvement de la joie, c'est-à-dire, en fait, oui, c'est pas facile, on va pas, voilà. Et ça, et par ailleurs, et je le dis clair et net, ça va durer. C'est-à-dire qu'en fait, on est entré dans au moins une vingtaine d'années comme quelque ça. chose de structurel Ça va pas aller mieux en 2027. Et ce sera pas parce que ça sera tel ou tel président ou présidente que ça ira mieux. Ça, c'est pas vrai. Ça va être un peu compliqué. Quelle que soit la personne, et pendant quelques années, décennies, ça va être compliqué. Voilà. Mais je décide de m'y engager. Je décide de faire des trucs au niveau local. Parce que c'est là que ça va se passer. Moi, je crois beaucoup. Je crois pas trop. Je crois moins, du coup, à la politique nationale, internationale. Moi, je crois beaucoup à la politique locale. Je crois beaucoup aux actions locales. Je crois beaucoup à aider son voisin. Je crois beaucoup... remettre de la coopération. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent... qui parlent de villages, tu vois. Parce que c'est comme ça qu'on est né. Hein, je veux dire, concrètement, on est fait pour vivre dans des villages, quand même, l'air de rien. Mais aujourd'hui, plus personne ne veut être un villageois. Donc, en fait, tu veux un village, mais tu veux pas être un villageois. Ça marche pas. Donc, tu vois, il faut s'entraider. La coopération, t'en parlais tout à l'heure, mais Olivier Hamon en parle aussi, Pablo Servigne en parle également. Les systèmes les plus résilients, les plus robustes sont des systèmes où il y a de la coopération, où il y a de l'entraide. Et en fait, décider de s'engager, c'est ça. C'est-à-dire, pas vouloir nécessairement empiler les euros parce que je vais pouvoir m'acheter une plus grande maison, ou je vais pouvoir, je sais pas quoi, acheter, peu importe. Parce que ça, en fait, c'est un système néolibéral qui...
en fait, qui touche à son extrémité très rapidement, en réalité. C'est-à-dire que toutes les études le prouvent, quand tu gagnes plus de 70 000 euros par an, l'euro que tu touches en plus ne va pas augmenter ton bonheur en plus. En dessous, oui, mais en dessous, non. Ouais, en dessous, parce que ça te permet de vivre. Mais, oui, parce qu'il y a des limites, tu vois, et bien sûr, il faut pouvoir se chauffer, il faut pouvoir manger, voilà, il faut pouvoir nourrir tes enfants, etc. Mais après, en fait, ça ouais, marche plus. ouais, ça c'est intéressant. Ouais, ça marche plus, donc... Et pourtant, on est quand même pris dans ce modèle où on se compare, donc tu as envie d'avoir la plus grosse voiture. Et puis après, comme tu as travaillé comme un chien ou une chienne, tu te dis, attends, je mérite mon massage, je mérite mes vacances à je ne sais où. Du coup, ça te coûte une blinde. Et comme ça, tu augmentes tes frais et du coup, tu t'en sors pas. Et du coup, tu pédales et tu pédales et tu pédales. En fait, c'est un système qui n'a... voilà, Alors que si tu essayes de t'engager au niveau local, ça t'apporte pas de valeur personnelle. Ouais. Ça t'apporte des photos sur Instagram, mais bon, tu vois, tu vis pas avec des photos sur Instagram. Donc, ça t'apporte pas de valeur individuelle, ça t'apporte pas d'essence, ça t'apporte pas de joie. Ça te vide, en fait, ce système. Oui, parce que on revient à la course après exactement. quelque chose. Et donc, retrouver qu'est-ce qui te nourrit ton feu intérieur. Ton feu intérieur, moi, que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais ton énergie cognitive, ton intelligence cognitive, qu'est-ce qui nourrit ce truc-là, en fait? Et c'est ça qui va t'apprendre. Et c'est là où on reparle de sens, et c'est là où on reparle de joie. Et la joie rebelle, c'est ça, c'est-à-dire, je refuse d'être diminué par la tristesse du monde autour de moi, et je décide de m'y engager. Et ça, pour moi, c'est hyper important, et ça doit, j'espère, mettre le feu dans les entrailles des gens qui nous écoutent. Mais ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Il faut remettre de la joie. Et, jeudi dernier, il y avait une plénière au CJD de La Rochelle, et il y avait Nancy Moutz de Nuit et Culottée qui était là. Et moi, leur conférence m'a vraiment frappée parce que le message qui était derrière, c'était justement mettre du lien. En fait, tout ce qu'ils ont fait, eux, tu sais, ils partaient à pied, sans argent, sans rien du tout, et sans vêtements surtout. Et leur but, c'était d'arriver à une destination en se débrouillant. Et se débrouiller, c'est aller frapper aux portes pour essayer de coopérer avec des personnes. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était tellement fort de remettre de l'humain, de la joie dans tout ça. Enfin, ça m'a donné envie d'aller marcher, moi aussi. Mais en fait, j'ai parlé du livre que je voulais écrire. Moi, je vais écrire un bouquin sur les frictions, sur le fait de remettre de la friction dans sa vie. Oui. Ouais. Par friction, j'entends de la difficulté. Alors bien sûr, quand on dit ça, on pense à tous les gens qui galèrent et qui ont déjà beaucoup de friction économique. Mais en fait, c'est deux niveaux de friction. Il y a une friction économique, ça, voilà. Et puis il y a une friction de la vie. C'est-à-dire aujourd'hui, on nous a créé une vie dans laquelle il n'y a plus aucune friction. C'est-à-dire que tu prends le chemin que Google Maps définit pour toi, tu vas avoir les imaginaires que Netflix a décidé pour toi, tu vas rencontrer la personne que Tinder a décidé pour toi, tu vas manger ce que Deliveroo a décidé pour toi. Tu vas écrire ce que ChatGPT t'a dit d'écrire. Tu vas penser ce que ChatGPT... Moi, je pense que l'année prochaine, beaucoup de gens vont demander à ChatGPT pour qui voter. Ah bah oui. Et d'ailleurs, Claude, ils ont fait une étude, Anthropic, ils ont fait une étude qui montre que les gens n'ont même plus confiance dans leur capacité à penser. Comme aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent et qui utilisent l'IA, et je demande vraiment, c'est individuel, donc vous pouvez faire le travail à l'intérieur de vous, mais si vous utilisez par exemple l'IA pour traduire des trucs en anglais, pour améliorer vos emails, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable d'envoyer un email sans le faire relire par une IA? Est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous? Tu vois? Ben en fait, pas. Tu vois, tu perds cette confiance en toi, tu perds cette agentivité, et ça, c'est hyper problématique. Donc, remettre de la friction, c'est extrêmement important pour avoir de l'esprit critique. L'esprit critique, c'est aussi discuter avec des gens avec lesquels tu n'es pas d'accord. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont coupé de ça. En fait, on nous a coupé, on nous a créé une vie sans friction. Moi, j'appelle ça une voiture. Enfin, je prends souvent cette métaphore-là d'une voiture très puissante que tu lèves de 20 cm du sol. D'accord. Donc, le moteur, c'est toi, c'est ton énergie cognitive. Mais si tu la lèves de 20 cm du sol, il n'y a pas de friction entre les roues et le sol. Et du coup, la voiture, elle va nulle part, elle n'avance pas. En fait. Ouais, voilà, ouais. Et nous, on nous a créé une vie comme ça et on la célèbre tous les jours parce que c'est pratique, entre guillemets. Ouais, qu'on n'a pas besoin de se mettre en difficulté, entre guillemets. Ce qui crée du mouvement, c'est la difficulté. Entre quelqu'un qui va apprendre à jouer au piano pendant des années pour finalement faire ce morceau hyper compliqué ou quelqu'un qui appuie sur un bouton qui fait un prompt à une IA qui obtient le même résultat. Donc, en fait, ce qu'on nous a vendu, c'est le résultat, l'optimisation, la performance. Mais ce qui est le plus important dans la vie, c'est le chemin. Et le chemin, c'est les galères. Tu vois, et un exemple très simple, c'est que des vacances où il n'y a pas de galère, on s'en souvient moins bien que des vacances où il y a des galères. On raconte toujours les galères, parce qu'il y a que ça qui est intéressant. Donc, c'est le chemin qui est intéressant. Et tu vois, pareil, quand on prenait l'exemple du point A au point B pour l'entrepreneur,
ce qui va être intéressant dans son histoire d'entrepreneur, c'est les galères entre le point A et le point B. C'est pas le fait que, tu sais quoi, j'ai lancé une boîte qui voulait faire des disques, j'ai fait des disques, je les ai vendus, et puis j'ai vendu la boîte 10 millions. Ouais. C'était super. Bah oui, et puis bon, après, ok. de quoi on se souvient dans sa vie, c'est justement ça, c'est toutes les galères, mais aussi toutes les rencontres, et puis... mais qui sont friction aussi, les rencontres. Voilà, souvent, exactement. quand les gens sont pas d'accord, tu vois. Bah ouais, c'est ça, et ça nous ouvre l'esprit, etc. Ouais. Ok, je pense qu'on a fait un bon tour de plein de choses. On peut continuer si tu veux. Cet épisode, il avait pour vocation d'être un peu une base du monde qui vient. Donc... j'espère qu'ils ne seront pas trop déçus. Non, ça va être absolument génial. Moi, ça me donne très envie de lire ton futur livre qui n'est pas écrit encore. J'ai demandé à ChatGPT. Dépêche-toi. D'ailleurs, j'ai fait le prompt. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu aurais envie de nous dire, de nous partager, qu'on n'aurait peut-être pas encore évoqué ou sur laquelle tu aurais envie d'appuyer? Je pense que j'ai partagé plein de trucs. Mais quelque chose sur lequel j'ai envie d'appuyer. Quand vous pensez performance, pensez 4 dimensions. Ça, c'est vraiment important. Et vraiment, pensez... Moi, je pense qu'il y a les trucs dont on a parlé qui sont les plus importants, c'est les 4 dimensions de la performance. Le fait de ralentir quand tout accélère, d'aller dans ce qu'on appelle l'osium, on n'en a pas parlé, mais c'est un sujet que moi je trouve très important, qui est le loisir, ce qu'on appelle le loisir intelligent, qui était chez les Grecs et les Latins la chose la plus haute qu'on pouvait faire, c'est-à-dire de prendre du recul sur le monde, de philosopher. Donc voilà. De quoi on a parlé également, donc ralentir, prendre du recul, les 4 dimensions de la performance. Tu nous les redonnes, les 4 dimensions de la performance, pour ceux qui prendraient l'épisode maintenant. Alors pour ceux qui prennent l'épisode maintenant, c'est un peu trop tard. Mais je vous les redonne, c'est personnel, relationnel, et avec couple ou machin. Après, on est en relationnel, amis, etc. Et le travail. Ouais. Donc ça, c'est les 4 dimensions. La joie, donc l'action et l'engagement au quotidien, de ne pas tomber dans le nihilisme passif. Il y a, pour reprendre, je dis juste ça, mais c'est des références, et je suis désolé, ça fait un peu machin, mais Deleuze, donc qui commentait Spinoza, et qui dit, en fait, le pouvoir a besoin de tristesse, parce que la tristesse, on la domine. En fait, la joie, c'est très compliqué, parce que c'est des gens qui bougent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La tristesse, c'est pas moi, c'est Deleuze. Je vois ce que tu retranscris. Moi, je ne fais que répéter, je ne suis qu'un perroquet. Mais tu vois, de ne pas tomber dans ce nihilisme passif, de dire, de toute façon, moi, je ne peux rien y faire. Non, c'est sûr, moi, je ne peux rien faire à la guerre en Iran non plus. Mais ce que je peux faire, c'est des trucs au niveau local qui remettent de la joie, qui remettent de l'action. Et les entrepreneurs sont vraiment les moteurs de ça, quoi. Et ça, je pense qu'on leur renvoie... Enfin, on leur donne pas assez crédit pour ça, je crois. Donc, ouais, c'est clair. Et tu vois, là, on a ce petit livret vert qui reparle de l'histoire du CJD. Et en fait, Jean Mersch, qui a créé le CJD, le mouvement en 1938, il disait que en tant que dirigeant, on a une responsabilité collective, en fait. Et c'est un peu ça, là, l'idée, c'est de se dire que on a cette responsabilité et en même temps, on a un pouvoir pour faire changer les choses, pour remettre de la joie, pour remettre du mouvement dans tout ce qu'on fait. C'est pas que les entrepreneurs, c'est tout le monde. En fait, tout le monde a ce pouvoir potentiel. On n'a qu'une vie, donc on n'a qu'une vie. On peut faire bouger les choses, mais il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin des autres. Aussi, c'est la première chose, vitale. Trop bien. Donc on a fait le tour de plein de choses. Je pense que pour un premier épisode, c'était top. Le but de cette série de podcasts, ça va être de faire parler des voix comme la tienne, qui nous éclairent, qui nous ouvrent l'esprit, qui posent des graines. Et puis ça va être aussi d'interviewer des JD, des dirigeants d'entreprises qui sont déjà en mouvement, qui ont déjà tenté des choses, qui parfois se sont peut-être un peu plantés. J'espère pour eux. Voilà, et qui ont réussi à repousser différemment. On va aller chercher des personnes qui ont mis un petit peu tout ce qu'on a mis dans leur quotidien d'entrepreneur et dans leurs entreprises, c'est-à-dire de la lenteur, ou en tout cas une autre relation à la lenteur, des marges de manœuvre, de la coopération, de l'expérimentation, pour faire de leur entreprise des lieux qui soient plus robustes et qui vont permettre d'avancer dans le temps. Donc, merci beaucoup pour cette première conversation. Avant de terminer, où est-ce qu'on te retrouve pour tous les gens là qui ont envie de creuser?
Parfois, je suis au café Ok, compagnon. alors on va prendre ton adresse, on la mettra dans le... Non, si on a envie de te parler, on te retrouve Non, sur les bien réseaux sûr. sociaux. Ouais, on me retrouve sur LinkedIn. Ouais, ok. Bon, principalement, je pense que pour le business, plutôt LinkedIn, sous mon nom. Grégory Pouy. Mais a priori, j'ai pas de pseudonyme. Je ne suis pas, voilà. Je n'ai pas plusieurs noms. Je n'en ai qu'un seul. Non, sur LinkedIn. Après, on peut me retrouver bien sûr sur le podcast, donc Vlan, Ouais. sur toutes les plateformes de podcast. Souvent, on me demande encore, mais t'es Ouais. sur Spotify? Oui, en fait, un podcast Maintenant, by design et sur toutes les plateformes, Spotify compris. Donc Vlan Leadership, ma newsletter aussi qui s'appelle Vlan la newsletter, très original. ouais. C'est sur vlan.questel.media. Mais oui, et qui est génial, qui est... Voilà. C'est un des petits romans. Ouais, alors j'ai décidé de réduire la newsletter parce que ça faisait 10 pages et c'était un peu trop long pour plein de gens. Ok. Donc Ouais, moi, j'écris une newsletter qui en fait généralement un peu plus. Et toutes les 2 semaines, c'est un peu dense. Donc, du coup, voilà. Du coup, c'est en audio et je pense que je vais vendre la version longue parce que maintenant, je fais une version courte Ok, de une page, d'accord. une page et demie. Donc, c'est un résumé que je fais clairement avec une IA. Ok. D'une newsletter longue. Et la newsletter longue, je pense que je vais la vendre, bêtement. Ok, Ce qui bah n'était ouais. pas le cas avant, mais bon. Bon, en tout cas, voilà, on sait où te suivre. Merci beaucoup, Grégory, pour cet échange. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés, pour tous Bon, ceux qui sont allés jusqu'au bout. Bah, j'espère. J'espère que chacun aura pris autant de plaisir à écouter ce podcast que nous, on en aura pris dans cet échange. Et puis ben, on va se retrouver régulièrement pour parler de ce monde qui change, de robustesse et de mise en mouvement. Parfait. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci.